Alors, je voudrais partir d'une série de réalités dont je vais vous donner la liste non exhaustive, non totale, et puis d'une toute petite citation, et vous allez voir que la citation est surprenante. La liste que je voulais faire, c'était la place Tahrir en Égypte, la révolution tunisienne, les soulèvements dans les pays plus généralement du Maghreb et du Machrek, les manifestations répétées en Grèce, pas seulement maintenant, mais depuis des mois et en réalité depuis des années, les émeutes à Londres cet été, les étudiants au Chili, la reprise générale des mouvements, y compris dans des pays où la forme gouvernementale a été une victoire énorme, je pense à la Bolivie, etc., etc., etc. Bien entendu, la liste n'est pas close, n'est pas fermée. Je pourrais rajouter les occupations à Wall Street, je pourrais rajouter la foule d'1 million de personnes dans les rues de Tel Aviv en Israël, je pourrais rajouter les mouvements en France réguliers, etc., etc. Alors, cette série, elle est difficile à penser comme un ensemble, comme une série. Chaque situation, chaque contexte possède une spécificité qui est évidente, que ces événements ne se donnent pas par hasard, et que la référence qui circule, par exemple à l'indignation, de l'Espagne à Israël, ou d'Israël au Chili, ou de Chili à Wall Street, se donne de manière très forte. J'y reviens dans un instant. J'arrive maintenant à la citation. Je vous dis qui c'est après. Je vous dis la citation d'abord. Je cite. « Je dirais ceci. Depuis 10 ou 15 ans, l'immense et proliférante critiquabilité des choses, des institutions, des pratiques, des discours, cette sorte de fragilité générale des sols, des fondements, et même peut-être surtout les plus familiers de ces sols, de notre corps, de nos gestes de tous les jours, c'est cela qui apparaît. Et en même temps se découvre quelque chose qui n'était pas prévu au départ, ce qu'on pourrait appeler l'effet inhibiteur des théories totales, des théories enveloppantes et globales. Cette citation, c'est une citation de Michel Foucault, et c'est une citation d'un cours de 1976, mais nous pourrions reprendre aujourd'hui cette citation et l'appliquer aux 10 ou 15 ans qui viennent de s'écouler, et dire, ce qui émerge aujourd'hui, c'est une critiquabilité générale, en donnant à ce mot critique le sens positif et politique qu'il mérite. Mais c'est aussi, et je crois que c'est intéressant, l'idée qu'il ne peut pas y avoir de critique sociale et politique aujourd'hui au nom d'un système total. La première caractéristique de la critique sociale aujourd'hui, et je pense aussi des formes d'émancipation qui naissent de la critique sociale, c'est le caractère situé. Ce qui veut dire, et c'est le point auquel je voulais en arriver, que le commun de l'émancipation, ça n'est pas une nature humaine, ça n'est pas une liberté que nous posséderions au départ, ça n'est pas l'universalité des droits acquis, c'est plus que ça. Et c'est ça qui est nouveau. Le commun n'est pas un fondement. Le commun, c'est un résultat. Et c'est le résultat d'un geste qui peut être local, mais qui est susceptible aussi de cette transversalité, de cette traduction et de cette circulation dont je parlais. Alors il me semble que l'un des horizons politiques les plus riches et des plus difficiles aussi à penser, c'est l'horizon de la construction de ce commun des luttes et des émancipations. Le commun, c'est le nom d'une politique des différences qui n'aurait pas peur de ce renoncement à l'unité,
de ce renoncement à la cohésion sur lequel l'espace politique de la modernité s'était construit. Et le commun, je crois que c'est ce qu'aujourd'hui nous avons à apprendre, en particulier d'un laboratoire comme celui de l'Argentine. ¿Cuál es nuestra misión en la polis? ¿Basta solo con el ejercicio crítico del pensamiento? Ejercicio que es indispensable e irrenunciable, tanto en los años pasados, cuando era necesario romper con esa estrategia naturalizadora, neutralizadora del neoliberalismo, por la cual se nos convencía que era de sentido común indiscutible lo que en realidad eran opciones y prácticas políticas de consecuencias nefastas. Es un ejercicio indispensable la crítica, incluso en nuestros días, cuando es menester desenmascarar cotidianamente operaciones discursivas, las operaciones discursivas de los grandes medios. ¿Pero es suficiente? ¿Alcanza el ejercicio crítico del pensamiento en instancias tan inaugurales de experiencias que tienen una tradición pero que convocan un desafío? ¿Basta solo con el ejercicio crítico? ¿No sería al mismo tiempo necesario considerar los alcances, o mejor dicho, los límites de la crítica practicada como vector exclusivo y excluyente del pensamiento? ¿No es una forma de ponernos totalmente por fuera de nuestro presente, abominando de aquellos que otros crean? ¿No es una excusa para mantenernos al margen de toda gesta colectiva y como al acecho, esperando, casi anhelando que aparezcan sus déficits para entonces tener la oportunidad de adueñarnos nuevamente de la palabra y de la escena? ¿Cuál es la osadía de ejercer solo la crítica en tiempos de construcción colectiva y popular de un proyecto? ¿Basta solo con el debate o hay que arriesgar un combate más exigido, consistente en primer lugar en pugnar contra uno mismo, contra ese pretexto, contra esa propensión del intelectual a sustraerse a la participación, sobre pretexto de que su trabajo se efectúa en soledad y como mirando de costado? Claro que animarse a pronunciar una palabra propositiva, además de crítica, comporta riesgos. Esencialmente el riesgo de comprometerse, de asumir un compromiso, de quedar comprometido. Lo repito en las distintas variantes que a veces nos damos para mantenernos por fuera, ¿no? Comporta el riesgo de identificarse, de tener que tomar la palabra en defensa de, en lugar de, en detrimento de. En suma, el riesgo de participar, de aportar, de formar parte, sin garantías del resultado.